Vychansk n'a jamais été juste un village pour Poutine. C'était la clé, la porte d'accès à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, située à seulement 30 km de la frontière. Et pendant des mois, le Kremlin a concentré des forces massives ici, des milliers de soldats, des centaines de véhicules, une pression d'artillerie constante. L'objectif était clair, créer une zone tampon autour de Vychansk, affaiblir Kharkiv par des frappes d'artillerie, puis avancer. Mais en avril et mai 2026, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'Ukraine a lancé une contre-offensive. Et ce qui s'est déroulé ensuite a complètement renversé les calculs du Kremlin. Le 23e régiment d'assaut, parti du corps de la garde nationale ukrainienne, a mené une opération d'assaut coordonnée dans l'un des secteurs les plus difficiles de la ligne de front. Des groupes d'assaut ont traversé la ligne de contact russe et ont dégagé les positions défensives jusqu'aux profondeurs des fortifications au niveau des compagnies. C'était la première fois en mois que l'Ukraine, qui était sur la défensive, lançait une contre-offensive significative dans cette région. Et cela démontre que l'Ukraine a maintenu ses capacités offensives malgré toute la pression russe. Voyez le champ de bataille. Vychansk a été ravagé par des combats intenses pendant des mois, des bâtiments détruits, des routes minées, la surveillance par drone à chaque tournant, des tirs d'artillerie constants. La moitié de la ville est rasée, les bâtiments restants criblés de trous, les rues couvertes de débris et d'éclats. Chaque fenêtre est une position de tireur d'élite potentiel. Chaque trou pourrait être une mine. Et les drones tournent constamment au-dessus. Avancer dans ces conditions est bien plus difficile et risqué que de se défendre, parce que l'attaquant peut être détecté et frappé à tout moment. Mais les unités ukrainiennes l'ont fait. Elles ont avancé. Et les résultats ont été immédiats. Des progrès significatifs autour du village de Staritsia, dans les zones forestières au nord. Staritsia n'est qu'à 4 ou 5 kilomètres de la frontière russe. L'Ukraine est maintenant presque à portée de frappe de la frontière, et c'est extrêmement troublant pour la Russie. À cette distance, l'artillerie ukrainienne, les drones, les systèmes de reconnaissance peuvent directement surveiller l'autre côté de la frontière. Pendant ce temps, des opérations de dégagement ont également été menées aux positions russes en direction de Vilta. Les forces ukrainiennes ont avancé à proximité immédiate du village, ont saisi les positions et ont repris certaines positions dans la partie sud-est de Vychansk. Quand on considère les deux gains ensemble, l'image qui émerge est claire. La tentative de la Russie d'établir une zone tampon a été inversée au niveau tactique. Et ces avances n'étaient pas limitées à Vychansk. L'Ukraine applique une contre-pression active sur tout le front nord-est. Pendant la même période, l'Ukraine a appliqué une contre-pression dans la direction de Kupiansk. Certains rapports indiquent une activité locale près de Svatov. Il y a des indications que les forces russes ont été repoussées au sud de Kruglia-Kievka. Maintenant, voici ce qui change vraiment tout. Russia's rear area is no longer operating in silence. Les drones ukrainiens patrouillent les routes autour de Mariupol occupées, à 160 km derrière les lignes de front. Ils suivent et frappent les mouvements militaires russes. Et cela crée quelque chose de nouveau sur ce champ de bataille. Chaque chauffeur qui sait que les drones chassent cette route se comporte différemment. Chaque commandant qui attend des fournitures fait la même chose. Chaque retard, chaque détour, chaque moment de peur ralentit le flux des fournitures atteignant les lignes de front. Les drones ne remplacent pas complètement la puissance aérienne que l'OTAN utiliserait pour frapper les lignes d'approvisionnement russes d'en haut. Mais ils commencent à créer les mêmes effets. C'est la version de l'ère des drones de l'interdiction du champ de bataille. Et quand cette image est combinée avec les succès à Vychansk, un problème stratégique sérieux émerge pour la Russie. Au nord, l'Ukraine se rapproche de la frontière et force les forces russes dans une posture défensive. L'élan offensif de la Russie dans cette région, soutenu pendant des mois, a été brisé. Au sud, les drones ukrainiens frappent les arrières russes, compliquant la logistique.
Même à des profondeurs de 95 à 160 km, les convois russes ne sont plus en sécurité. Dans le centre, le long de la ligne Pokrovsk-Constantine, la Russie n'a pas réussi à réaliser une percée décisive malgré les concentrations massives de troupes. Et le coût par kilomètre carré augmente. Sur les 3 axes, le récit de Moscou de « nous avançons, le temps est de notre côté » se fissure. Les avances vers Vtchansk ont perturbé le plan de la Russie de créer une zone tampon à Kharkiv au niveau tactique. Bien que ces succès ne constituent pas une percée majeure, ils ralentissent l'élan offensif global de la Russie et accordent à l'Ukraine à la fois du temps et du moral. En particulier, les dégagements à Staritsia et Vilta compliquent la logistique russe. Ils immobilisent les forces russes du Nord et les empêchent ainsi de se concentrer pleinement sur l'offensive principale dans le Donbass. Les unités Akhmat étaient parmi les forces russes les plus actives dans cette région, et Kadyrov avait personnellement promis la victoire ici. Les avances de l'Ukraine ont rendu cette promesse nulle, et elles sapent directement le prestige de Kadyrov. L'homme qui a promis la victoire est maintenant sur la défensive. Maintenant, regardez ce que Poutine a encore. Le plan de zone tampon dans le nord s'est effondré. Les forces ont été poussées dans une posture défensive. Et l'arrière n'est plus sûr. Mais la Russie reste dangereuse. Et Poutine a encore quelques cartes en main. D'abord, l'offensive d'été. La concentration de la 90e division de chars autour de Pokrovsk indique que la Russie prévoit une offensive majeure dans le Donbass tout l'été. La logique du Kremlin est simple, compenser les pertes du Nord en gagnant du terrain au sud-est. Mais cette offensive suivra le même modèle d'attrition. Des milliers de soldats, des centaines de véhicules, des pertes massives et finalement des gains de seulement quelques kilomètres carrés. Et le réseau de drones ukrainiens qui se renforce chaque jour ne fera qu'augmenter ce coût. Deuxièmement, la mobilisation. Le Kremlin essaie de combler le fossé des effectifs depuis des mois avec des appels secrets et par vagues de réservistes. Mais il craint de déclarer une mobilisation complète. La mobilisation partielle en 2022 a conduit à des désertions massives et des protestations. Poutine pourrait être forcé de jouer cette carte, mais s'il le fait, le front intérieur explosera. Troisièmement, la guerre énergétique. La Russie a systématiquement ciblé l'infrastructure énergétique ukrainienne au cours des 3 derniers hivers. La même stratégie est prévue pour l'hiver 2026-27. Frapper les systèmes de chauffage et d'électricité pour forcer la population civile à se rendre. Mais l'Ukraine a renforcé ses défenses après chaque hiver. Et les alliés occidentaux accélèrent les livraisons de défense aérienne. Quatrièmement, la diplomatie. Poutine utilise Trump pour faire pression en faveur d'un cessez-le-feu, avec le message « L'élan est de notre côté. Concluons un accord maintenant ». Mais les réalités sur les lignes de front réfutent cette affirmation. Tant que l'Ukraine ne recule pas et que le soutien occidental continue, la carte diplomatique de Poutine reste faible. Et la 5e carte, la menace nucléaire, reste sur la table. Mais elle devient moins crédible chaque jour. Le Kremlin agite cette carte depuis 4 ans. Mais il ne l'a pas jouée parce que le coût de la jouer est bien plus lourd que le coût de ne pas la jouer. Donc, en conclusion, toutes les cartes dans la main de Poutine sont soit risquées, soit coûteuses, soit inefficaces. La zone tampon au nord s'est effondrée. La logistique au sud est sous attaque. Et la guerre d'usure au centre use la Russie, tandis que la patience du peuple s'épuise. Le Kremlin peut toujours attaquer. Il peut toujours infliger des dégâts. Mais il ne peut pas avancer dans la direction qu'il souhaite. En bref, la Russie continue de tracer la carte dans une direction. Mais la ligne de front ne se déplace pas toujours de cette façon. Il est peut-être encore trop tôt pour déclarer un tournant définitif dans cette guerre. Mais une chose est maintenant claire. L'hypothèse de Poutine que le temps est de mon côté s'effondre un peu plus chaque semaine. Pour Poutine, Vtchansk n'était pas juste un village, c'était la porte d'accès à Kharkiv, une zone tampon dans son imagination, une question de prestige. Cette porte s'est maintenant fermée, pas devant l'Ukraine, mais devant Poutine.